Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour qu'on puisse voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Et la salle de conférence au 40e étage de Sterling Innovation était si silencieuse qu'on pouvait distinctement entendre le son d'un stylo sur le papier. Dehors, la lumière du soleil de fin d'automne filtrait à travers les épaisses vitres, tranchant le sol comme une lame de lumière. Ethan Cole était assis en bout de table, vêtu d'un costume noir parfaitement coupé, une montre Patek Philippe brillant à son poignet. Son visage était impassible, immobile, tel un bloc de glace qui respirait d'une manière ou d'une autre. Sur le grand écran, une feuille de calcul remplie de chiffres rouges luisait froidement. Le directeur financier adjoint parlait d'un ton monocorde, évitant tout contact visuel. 3 trimestres consécutifs de perte à 6,3%. Le projet Aegis dépasse le budget de 12 millions de dollars. Si nous ne réduisons pas les effectifs, nos réserves de trésorerie seront à sec d'ici 2 mois. Ethan se pencha en avant, parcourant les documents imprimés un par un. Il n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Les chiffres disaient tout. Coupé, dit-il sèchement, un seul mot plus tranchant que n'importe quelle lame. Il signa chaque formulaire de licenciement d'un trait rapide et ferme. Aucune hésitation, aucun geste superflu. Et sa voix était basse et sèche. Prioriser les coupes dans les services généraux, la maintenance et l'administration. S'ils ne génèrent pas directement de revenus, ils n'ont rien à faire ici. Quelques personnes déglutirent difficilement. Personne n'osait objecter. Ethan Cole n'était pas un homme qui laissait de place aux émotions. On l'appelait le PDG d'Acier, l'homme qui avait fermé 3 succursales en une seule semaine pour protéger les marges bénéficiaires. Comme il l'avait déclaré lors de l'assemblée des actionnaires de l'année précédente, les chiffres n'ont pas de pitié, et moi non plus. Alors qu'il atteignait le 4e dossier et signait la dernière page, une simple feuille se détacha de la pile et glissa sur la table comme une feuille d'argent, s'arrêtant près de sa main. Ethan fronça légèrement les sourcils et la ramassa. Relevé de paie. Employé, Lily Torres. Poste, service d'entretien. Salaire brut, 2400 dollars par mois. Virement récurrent, 1200 dollars à la maison pour enfants Sunrise, le 15 de chaque mois. Il haussa un sourcil. Une agente d'entretien, 2400 dollars par mois. Et la moitié était transférée, comme une horloge, à une œuvre de charité. Comme c'est curieux, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Vivian Cross, la directrice des RH, pencha la tête. A-t-il un problème, monsieur Cole? Ethan posa le papier sur la table et tapota du doigt la ligne indiquant, dont 2200 dollars. Une agente d'entretien qui donne la moitié de son salaire chaque mois. Étiez-vous au courant? Vivian haussa légèrement les épaules, prudente. Non, monsieur. Ce pourrait être une contribution volontaire. Certains utilisent les prélèvements sur salaire à des fins fiscales. Les lèvres d'Ethan s'incurvèrent en un demi-sourire mince et froid. Vous pensez que quelqu'un qui survit avec 2400 dollars par mois se soucie des déductions fiscales? Personne ne répondit. L'air se figea. Et elle se renversa dans son fauteuil, la lumière de la fenêtre lui barrant la joue comme une traînée de givre. Une agente d'entretien, presque invisible dans cette tour, donnait la moitié de l'argent que la plupart de ses employés de bureau dépensaient en café chaque semaine. Donnez-moi la liste du personnel de maintenance, dit-il calmement. Le ton n'était pas fort, mais tout le monde comprit. Quand Ethan Cole demandait, cela signifiait qu'il avait déjà flairé quelque chose. Son assistante ouvrit un ordinateur portable et tapa rapidement. Une équipe de 8. Monsieur Cole. Lily Torres, 32 ans, équipe de nuit. Dossier impeccable, aucune absence, aucune infraction, haute performance. Ethan jeta un œil à la petite photo d'identité jointe, une femme aux cheveux bruns, soigneusement attachée, vêtue d'un uniforme bleu, offrant un sourire poli et fatigué. Rien de remarquable, aucune étincelle, aucun détail qui ne se démarque. Et pourtant, ce chiffre de 1200 dollars titillait son esprit comme un fil tiré qu'il ne pouvait ignorer. Ça pourrait être pour la galerie, dit Vivian, tentant de ramener la réunion à l'ordre du jour. Les gens aiment s'acheter l'illusion de la vertu, surtout quand ils n'ont rien d'autre pour prouver leur valeur. Ethan la regarda longuement, puis laissa échapper un rire bref et sec. C'est ça, un fantasme de rédemption. Il hocha la tête une fois et signa la dernière page. La rédemption ne rend pas cette entreprise rentable. Il se leva, repoussant sa chaise. Le bruit de ses roulettes raclant le sol était doux, mais froid, comme la fermeture d'un couvercle de cercueil. La réunion est terminée.
Madame Cross, préparez la prochaine vague de licenciements. Je la veux finaliser avant lundi. Bien, monsieur. Quand tout le monde fut parti, Ethan resta assis, le menton posé sur une main, le regard toujours fixé sur la feuille de paie. De l'encre noire sur du papier blanc. Mais quelque part entre ces chiffres, quelque chose d'autre pulsait, une fissure dans le mur de logique qu'il avait construit autour de lui pendant des années. Et elle attrapa le téléphone. Comptabilité. Trouvez-moi l'adresse de la maison pour enfants Sunrise. Envoyez-la sur mon email personnel. N'informez personne. Il y eut un bref silence au bout du fil avant que la réponse ne vienne. Oui, monsieur. Ethan reposa le téléphone. Dehors, le soleil déclinait déjà, baignant les tours de verre d'en face d'un or pâle. Il regarda la ville en contrebas, des milliers de personnes se déplaçant comme des points lumineux dans le chaos. Dans son esprit, une seule question résonnait encore et encore. Pourquoi la moitié? La moitié d'un salaire, la moitié d'une vie. Et la moitié de quelque chose qu'une personne était prête à donner alors que lui, avec tout ce qu'il avait, n'avait jamais donné à quiconque ne serait-ce qu'une fraction. Ethan ferma les yeux et expira doucement. Et dans ce bref silence, il réalisa que peut-être, juste peut-être, la prétendue illusion de rédemption avait déjà commencé à se glisser silencieusement dans son cœur. Très réel. Jeudi matin. La tour Sterling Innovation scintillait comme un bloc de métal poli par le soleil. Des employés en costume sombre marchaient d'un pas vif dans les couloirs de marbre, le son des chaussures de cuir frappant le sol formant le rythme régulier de la productivité et de la pression. Ethan Cole sortit de l'ascenseur, une main faisant défiler les rapports de profit sur son téléphone, l'autre tenant un dossier. Les gens s'écartaient instinctivement, comme si un front froid venait de passer. Et elle aimait l'ordre, le silence, la précision, l'efficacité. Mais ce matin-là, juste devant la salle de conférence principale, quelque chose brisa ce rythme. Une voix qui fredonnait. C'était un vieil air, joyeux mais doux. Une voix féminine légèrement rauque, chaude et sans formation, se mêlant au swish, rythmé d'une serpillière. Et elle s'arrêta. La femme qui chantait était Lily Torres. Il la reconnut grâce au petit badge nominatif sur son uniforme bleu d'entretien. Elle poussait un chariot de nettoyage usé, les cheveux attachés haut, quelques mèches rebelles collées à son front, les joues roses d'effort. Mais ce ne fut pas son apparence qui attira son attention. C'était son sourire, éclatant, sans garde, authentique. Elle était à mi-chemin de sa chanson quand elle le remarqua. « Bonjour, monsieur Cole, dit-elle vivement, si naturellement qu'Ethan se figea littéralement. Et elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait dit bonjour avec autant de joie. « Vous savez qui je suis? Demanda-t-il. Difficile de l'ignorer, répondit-elle en haussant les épaules. Vous êtes la raison pour laquelle tout le monde prend les escaliers aujourd'hui. Son front se plissa. Vous plaisantez? Non, je m'entraîne juste à sourire davantage. On dit que ça réduit le stress. Vous devriez essayer. Il la dévisagea, momentanément désorienté. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Ni avec peur, ni avec flatterie, ni avec cette facilité désarmante. Vous travaillez vraiment de nuit ici? Oui, de 18h à 2h du matin, mais quelqu'un est malade aujourd'hui, alors je suis venu plus tôt. Il hocha la tête, ses yeux toujours rivés sur elle. Donc c'est vous qui donnez la moitié de votre salaire à un orphelinat. Le silence s'étira entre eux. Lily leva les yeux, ses prunelles brunes captant la lumière. Oh, alors c'est vous qui lisez mes fiches de paie. Nous parlons d'un comportement plutôt inhabituel. Inhabituel, répéta-t-elle en riant, ce rire éclatant et sans effort qui rendait le couloir moins stérile. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai un lit, du pain et ma playlist préférée. Les enfants de l'orphelinat n'ont même pas de couverture chaude. Ethan ne répondit pas. Il cligna des yeux comme s'il essayait de traiter cette réponse logiquement, mais il n'y avait aucune logique à trouver. Vous donnez la moitié de ce que vous gagnez juste parce qu'ils n'ont pas de couverture? Et vous? Elle pencha la tête, vous avez tout et vous ne dormez toujours pas bien. Alors peut-être que parfois, avoir moins fait du bien. Il se figea. Les mots étaient légers, presque joueurs, mais quelque chose en eux atterrit lourdement dans sa poitrine. Vous parlez toujours comme ça, demanda-t-il. Comme quoi? De cette façon qui donne aux gens l'impression d'être des idiots égoïstes. Elle gloussa doucement. Non, je dis juste ce qui est vrai. Avant, je mentais pour que les gens m'apprécient. C'était épuisant. Sa réponse était simple, naturelle, comme respirer. Ethan la regarda,
ses chaussures usées, son uniforme trop grand, le vieux seau à serpillière, et ne comprenait pas pourquoi, dans tout ce verre et cet acier, elle était la seule chose qui semblait vivante. Vous réalisez que ce que vous faites pourrait être considéré comme imprudent? Oh, j'ai déjà entendu ça. Les gens intelligents disent toujours ça. Et vous pensez qu'ils ont tort? Non, ils ont raison, pour eux. Et j'ai raison. Pour moi, elle sourit, ses yeux s'adoucissant. Quelqu'un m'a dit un jour que si le monde te rend froid, sois celui qui ajoute un peu de lumière. Je ne fais que tenir leurs promesses. Ethan resta silencieux. À l'intérieur de lui, quelque chose d'inhabituel s'agita. Pas de la pitié, mais de la honte. Lui, l'homme qui dirigeait une entreprise d'1 milliard de dollars et croyait que la gentillesse était une faiblesse, se sentit soudain petit devant une agente d'entretien qui savait sourire sincèrement. Lily pencha la tête. Ça va? Je vais bien. C'est juste que... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Vous pensez que je suis étrange, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Les gens pensent que je suis bête parce que je souris trop. Et qu'en pensez-vous? Je pense que si je ne souris pas, personne ne le fera à ma place. Ethan rit vraiment, un vrai rire, le premier depuis des mois. Est-ce que ça vous arrive de vous taire? Oui, quand je dors. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je suis du genre à boire du café à minuit. Elle poussa son chariot, laissant derrière elle la faible odeur de savon et de citron. Ethan la regarda s'éloigner, réalisant que pour une raison inexplicable, le couloir ne semblait soudain plus si froid. Et elle baissa les yeux et remarqua un petit bout de papier près du mur où son chariot avait été garé. Le ramassant, il lut « Lily Torres, maintenance Ricky Bay ». En dessous, quelqu'un avait gribouillé un smiley et écrit d'une écriture inégale « Aujourd'hui est un bon jour pour être gentil ». Ethan garda la note longtemps, immobile et silencieux. Pour la première fois depuis des années, il ne se précipita pas vers sa prochaine réunion. Il ne vérifia pas sa montre, parce que peut-être, juste peut-être, le monde contenait encore quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris. Et la gentillesse qui n'a pas besoin de raison. Ce soir-là, San Francisco était drapé de brouillard. Du 40e étage de Sterling Innovation, les lumières de la ville se reflétaient sur les parois de verre comme une mer turbulente faite de feu et de verre. Ethan Cole était assis seul dans son bureau, ordinateur portable ouvert, une tasse de café depuis longtemps refroidie à côté de lui. Il ne s'était jamais soucié d'un employé subalterne auparavant, jusqu'à ce que le nom de Lily Torres commence à tourner dans son esprit comme une seule fausse note dans une symphonie parfaitement accordée. Une demi-heure plus tôt, il l'avait vue dans le hall, fredonnant doucement en passant la serpillière, son sourire calme rendant son besoin incessant de contrôle ridicule. Maintenant, il ne fouillait pas dans son dossier par curiosité. C'était l'instinct, le réflexe d'un homme qui ne tolérait pas les variables inconnues. Et elle tapa son nom dans le système interne de l'entreprise. Employé, Lily Torres. Poste, service d'entretien. Le dossier était si mince qu'il en était presque vide. Pas de photos, pas d'adresse détaillée, pas d'historique de formation. Juste quelques lignes génériques, trop propres, trop simples. Personne n'est aussi impeccable, marmonna Ethan. Et elle bascula sur les archives RH, Legacy, une base de données accessible uniquement à lui et à quelques cadres supérieurs. Parmi des milliers d'entrées, un petit dossier était verrouillé. Torres L. Dossier confidentiel. Accès restreint. Il entra son code administrateur. Le système afficha un avertissement. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Ethan cliqua sur oui. L'écran devint noir. Puis un document apparut. Et au moment où la première ligne se chargea, il faillit laisser tomber son café. Dr Lilian Torres, ingénieur en chef des systèmes aérospatiaux, Programme Orion. Publié dans Aerospace Dynamics Journal, Quantum Flight Review, et Science Weekly. Article de couverture, 2021. Spécialisation, algorithme de vol autonome et système de contrôle de sécurité. Ethan regarda, sans voix. Dr Lilian Torres, ingénieur en chef. En couverture de Science Weekly. Et la même femme qui chantait maintenant en récurrent le sol de son hall d'entrée. Impossible. Il fit défiler vers le bas, le pouce accélérant. A démissionné à la suite de l'explosion du laboratoire en 2022 lors des tests du prototype Aegis. Un décès signalé, ingénieur senior Marcus Hill. Enquête interne conclue, manquement aux procédures lors du calibrage final de sécurité. En bas, en faibles lettres rouges, affaire classée. Démission volontaire.
Ethan se renversa, le poing serré. Une explosion. Un mort. Et la femme autrefois au sommet de son domaine avait disparu, pour refaire surface 3 ans plus tard comme agente d'entretien dans son immeuble. Et elle pencha la tête en arrière, fixant le plafond. Un étrange mélange de curiosité et d'irritation lui parcourut la peau. Pourquoi quelqu'un qui avait fait la couverture d'un magazine scientifique nettoyait-il ses sols? Il alluma la lampe de bureau, la lumière projetant des ombres vives sur son visage. Peut-être avait-elle fait faillite. Peut-être avait-elle été mise sur liste noire. Mais alors pourquoi son dossier était-il restreint? Pourquoi utilisait-elle son vrai nom, alors que personne ne semblait la reconnaître? Il ouvrit le flux de sécurité interne du bâtiment, un privilège que seul le PDG avait. Sur l'écran, le niveau de maintenance du sous-sol apparut. Lily était là, seule. Elle s'agenouilla à côté d'un panneau électrique. Retira ses gants et resserra un connecteur desserré. Puis, avec une précision experte, elle essuya le capteur de sécurité avec un chiffon antistatique. Ses mouvements étaient délibérés, mesurés, bien trop raffinés pour quelqu'un dont le titre était agente d'entretien. Elle vérifia la tension, ajusta la lecture sur un multimètre, puis remit le couvercle en place. Quand elle eut terminé, elle se leva, s'épousseta les mains et sourit. Le sourire calme et satisfait de quelqu'un qui venait de résoudre une équation. Ethan fixait l'écran. Elle ne savait pas seulement ce qu'elle faisait. Elle comprenait. Comme si l'ingénierie était sa langue maternelle. Une scientifique, un génie, une femme prétendant n'être ni l'un ni l'autre. Il zooma, chuchotant pour lui-même, « Qui êtes-vous vraiment, Lily Torres ?» Il ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Plus il lisait, plus les contradictions s'épaississaient. Le rapport interne indiquait que l'explosion était due à un protocole d'inspection de sécurité raccourci. La signature finale d'approbation appartenait au docteur Lilian Torres. Ethan parcourut à nouveau le journal technique. Une note ressortait, « Chambre de test prête, Marcus doit initier la séquence. » Et puis, plus rien. Marcus son collègue, celui qui était mort dans l'explosion. La personne qui aurait dû être à l'intérieur de cette chambre ce jour-là. C'était censé être elle. Le point et la main d'Ethan se crispa en un point. Si le rapport était vrai, alors Lily avait survécu parce que quelqu'un d'autre avait pris sa place. Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Les couloirs étaient encore calmes, à l'exception du faible bourdonnement de la machine à café dans l'office. Au bout du couloir, Lily passait la serpillière, écouteurs aux oreilles, se balançant doucement au rythme de ce qu'elle écoutait. Madame Torres. Elle se retourna, retirant un écouteur. Ses yeux étaient vifs, son ton calme. Bonjour, monsieur Cole. Vous étiez ingénieur, n'est-ce pas? Son sourire vacilla. Juste une seconde, à peine visible, mais assez pour qu'il le remarque. J'ai été beaucoup de choses, monsieur. Soyez précise. Avant, je pensais que je pouvais tout contrôler. Son regard s'assombrit. Et puis j'ai appris qu'une petite erreur peut coûter une vie. Sa voix ne tremblait pas. Elle était calme, stable, comme le vent passant dans une pièce vide. Parfois, continua-t-elle, les gens doivent nettoyer ce qu'ils n'ont jamais voulu toucher à nouveau. J'ai juste choisi la manière la plus littérale, une serpillière au lieu d'un clavier. Ethan ne dit rien. Le tranchant habituel de ses mots semblait vide de sens. Elle se pencha, essorant la serpillière, ses mouvements lents et délibérés. Vous savez, dit-elle doucement, certaines tâches ne peuvent pas être effacées, mais les nettoyer chaque jour vaut mieux que de prétendre qu'elles n'ont jamais existé. Ethan s'éloigna, la poitrine lourde. Cette nuit-là, il rouvrit son dossier, relisant chaque ligne, chaque détail avant d'expirer lentement. Peut-être n'était-elle pas seulement une agente d'entretien. Peut-être fuyait-elle elle-même. Et lui, l'homme qui mesurait tout en profit et perte, commençait à comprendre la valeur de quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré. Dehors, la pluie striait la vitre, captant les lumières de la ville comme de l'argent liquide. Ethan se tenait à la fenêtre, regardant les gouttelettes tracer leur chemin sur la vitre, fusionnant et tombant. Dans leur reflet, il vit son propre visage, l'homme réalisant que peut-être l'agente d'entretien qui souriait trop était la seule personne dans tout ce bâtiment qui n'avait pas besoin de rédemption, car elle avait été autrefois celle qu'il a donnée aux autres. Ethan Cole n'avait jamais cru aux coïncidences. Sa vie entière était bâtie sur des données, des analyses et des rapports méticuleusement raisonnés. Pourtant, depuis que le nom de Lily Torres était entré dans son monde, tout ce qui suivait autrefois un schéma prévisible commençait à glisser. Et elle avait passé la nuit à penser à elle. L'agente d'entretien qui avait été ingénieur en aérospatial, qui donnait la moitié de son modeste revenu à des orphelins, et qui, d'une manière ou d'une autre,
l'avait fait se sentir. Lui, Ethan Cole, l'homme surnommé la machine sans émotion. Déstabilisé par un simple sourire le lendemain matin, il décida qu'il lui parlerait. Pas une discussion polie de travail, mais un véritable interrogatoire. Il voulait l'entendre directement de sa bouche. Pourquoi une femme qui avait autrefois été au sommet de son domaine passait maintenant la serpillière sur ses sols? Il voulait comprendre ce qui pouvait conduire quelqu'un à une telle chute. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton d'appel pour la convoquer, la porte de son bureau s'ouvrit. Lily entra, tenant un gobelet de café en carton. Le faible arôme sucré remplit l'air stérile d'une pièce qui ne sentait normalement que la climatisation et le papier. Je vous ai fait ça, dit-elle joyeusement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas empoisonné. J'ai besoin que vous soyez assez réveillé pour écouter. Ethan se figea. Personne n'entrait jamais dans son bureau avec autant de désinvolture. Elle posa le gobelet sur son bureau et s'assit en face de lui sans y être invité. Ses cheveux étaient attachés haut, quelques mèches rebelles sur son front. Son visage arborait ce même sourire doux, ses yeux vifs mais tranquillement profonds. Et elle la dévisagea, ayant l'étrange sensation d'avoir été extirpée de son propre monde soigneusement contrôlé. Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ici, demanda-t-il, essayant de garder une voix stable. Elle pencha la tête. Parce que vous n'avez pas pu dormir. Ses sourcils se levèrent. Qu'avez-vous dit? Les gens ne parcourent les dossiers des autres à minuit que lorsque quelque chose les dérange, dit-elle légèrement. Vous avez tout lu, n'est-ce pas? Le passé que j'ai essayé de laisser derrière moi. Ethan ne répondit pas. Sa main se resserra autour du gobelet. J'ai besoin de comprendre pourquoi, dit-il enfin. Quelqu'un comme vous, un doctorat, une ingénieure qui a eu son nom en couverture de Science Weekly, pourquoi êtes-vous ici à faire ça? Lily resta silencieuse quelques secondes avant de répondre doucement, parce que c'est le seul travail que je puisse faire qui ne m'oblige pas à toucher quelque chose qui pourrait tuer quelqu'un. Ethan fronça les sourcils. Que voulez-vous dire par là? Elle se renversa en arrière, son regard dérivant vers la fenêtre. Il y a 3 ans, j'ai dirigé un test pour un nouveau prototype de contrôle de vol. J'ai raccourci une vérification de sécurité. Juste une petite étape, pensais-je. Rien de grave. Mais mon collègue est resté ce soir-là pour effectuer un dernier calibrage. Le système a explosé. Elle marqua une pause, sa voix stable mais fragile. Et il est mort. Ces mots tranchèrent l'air comme du verre. Ethan ne dit rien. Il observait simplement ses mains, jointes si fort que les jointures étaient pâles. Je pensais que j'étais forte, continua-t-elle. Que la technologie pouvait sauver le monde. Que si j'étais assez intelligente, je pouvais tout réparer. Mais certaines erreurs, sa voix baissa, ne peuvent pas être réparées. Il n'y a pas de mise à jour, pas de correctif. Alors je suis parti. Je ne voulais plus voir de machine. Je ne voulais plus entendre de moteur ou être appelé à nouveau ingénieur. Ethan resta immobile. Il avait imaginé plusieurs explications. L'épuisement professionnel, la politique d'entreprise, la trahison. Mais passé à point et elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Lily continua, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La meilleure personne que j'ai jamais connue est morte parce qu'elle croyait que quelqu'un méritait de vivre un autre jour. Il a couru dans le feu pour me sortir de elle. JE. Ne voulait juste pas que cette bonté meure avec elle. JE n'avait pas le courage de continuer à construire des machines, mais je pouvais nettoyer les sols. Je pouvais sortir les poubelles. Je pouvais envoyer de l'argent pour que quelques enfants n'aient pas à grandir dans le froid et l'oubli. C'est peut-être comme ça que je m'accroche à ce qui reste de bon en moi. La pièce était si calme qu'Ethan pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Il était habitué aux négociations, où chaque mot était un calcul, où l'émotion était une faiblesse. Mais ici, assis en face de cette femme qui parlait de sa culpabilité avec une calme acceptation, il se sentit désarmé. C'est pour ça que vous donnez la moitié de votre salaire? Demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête, son sourire faible mais serein. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai un lit pour dormir, du pain à manger, et une playlist que j'écoute quand il pleut. C'est suffisant. Les enfants de l'orphelinat, ils ont besoin de plus que moi. Ethan la regarda, et pour la première fois depuis des années, il ne trouva aucun argument qui ait du sens. Tous les principes selon lesquels il avait vécu efficacité, productivité, profit semblaient vides de sens en sa présence. Et elle avait cru que donner était une faiblesse, que la force résidait dans le fait de garder. Mais elle, qui avait tout perdu,
lui donnait l'impression que c'était lui qui n'avait rien point et elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Lily prit son gobelet vide et le jeta dans la poubelle point. Vous n'avez pas à comprendre, dit-elle doucement. Tout le monde ne fait pas de bonnes choses pour être reconnu. Je ne veux juste pas devoir au monde plus que je ne lui dois déjà. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna pour le regarder. Et Ethan, si vous voulez vraiment savoir pourquoi je travaille ici, dit-elle avec un doux sourire, c'est parce que j'avais juste besoin d'un endroit calme où je pouvais encore me sentir humaine. La porte se referma derrière elle, ne laissant que la faible odeur de café dans un silence qui s'étirait sans fin. Ethan ferma les yeux et expira lentement. Et dans ce calme, il réalisa que peut-être, juste peut-être, la prétendue illusion de rédemption avait déjà commencé à s'infiltrer dans son cœur, douloureusement, profondément réel. Et la curiosité à l'intérieur d'Ethan refusait de se calmer. Depuis sa conversation avec Lily, le sommeil était devenu impossible. Ces mots, sur le collègue décédé, sur les enfants de l'orphelinat, tournaient en boucle dans son esprit comme un film qu'il ne pouvait pas arrêter. Il ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait autant. Peut-être parce que dans son monde froid et stérile, elle était la seule à ne pas avoir peur de montrer ses blessures. Ou peut-être parce que cela faisait bien trop longtemps qu'il n'avait rencontré personne qui croyait encore en des choses qui ne pouvaient être mesurées. C'était un vendredi soir brumeux à San Francisco. Ethan quitta le bureau plus tard que d'habitude. Le bâtiment était sombre, à l'exception de la faible lueur bleue de l'enseigne Sterling Innovation se reflétant sur le trottoir mouillé. Et elle se tint sous l'auvent, regardant les quelques voitures passer, puis déverrouilla son téléphone. L'adresse clignota sur l'écran. Sunrise Home for Children, Auckland, celle qu'il avait vue sur son relevé de paie. Et elle ne savait pas pourquoi, mais il prit la voiture. L'autoroute était glissante et silencieuse. Les néons s'étalaient sur le pare-brise comme de l'aquarelle. Alors qu'il tournait dans une rue étroite de la banlieue, la ligne d'horizon brillante s'estompa derrière lui, remplacée par des rangées de vieilles maisons et d'arbres se balançant. L'orphelinat apparut au bout de l'allée, un petit bâtiment de 2 étages peint en jaune pâle. Les murs étaient fissurés, mais chaque fenêtre était encore allumée. La lumière chaude qui s'en échappait se dressait en douce défiance contre l'éclat froid de l'acier d'eux. La ville. Ethan coupa le moteur et resta dans la voiture. Et au loin, il la vit. Lily, vêtue d'une veste grise, les cheveux attachés, agenouillée à côté d'un groupe d'enfants dans l'arrière-cour. Il riait, les mains occupées par des cerfs-volants inachevés, du papier de couleur éparpillé tout autour. Et sa voix portait clairement dans la nuit. Attention à ce nœud. Si tu le fais mal, il ne fera que tourner en rond. Un garçon d'environ 8 ans leva les yeux et demanda, « Madame Lily, pourquoi les cerfs-volants volent-ils » Lily sourit, son ton léger mais plein de chaleur, parce qu'ils font confiance au vent pour les porter, même quand ils ne peuvent pas le voir. Les enfants éclatèrent de rire, mais suivirent ses instructions avec obéissance, resserrant leurs ficelles. Ethan resta immobile dans l'obscurité, à regarder. Son rythme cardiaque ralentit. Pendant des années, il avait vécu entouré de gens qui ne croyaient qu'aux formules, aux données et à l'efficacité. Pourtant, ici, au milieu de bouts de papier et de rires d'enfants, quelqu'un leur apprenait que la foi elle-même pouvait faire voler des choses fragiles. Quand Lily se leva, elle regarda le ciel. Les nuages étaient épais, mais une brise douce balaya la cour, soulevant le premier cerf-volant dans les airs. Les acclamations des enfants résonnèrent. Lily applaudit et rit, librement, magnifiquement. Le vent projeta quelques mèches rebelles sur son visage, et pour la première fois, elle parut plus jeune, plus légère. Pas l'agente d'entretien qu'il avait rencontrée dans les couloirs stériles de Sterling, mais quelqu'un de complètement vivant. Et elle n'avait pas prévu d'entrer, mais une petite fille près du portail l'aperçut et cria, « Mademoiselle Lily. Il y a un homme étrange ici. » Les enfants se tournèrent. Lily leva les yeux aussi. Quand elle le reconnut, la surprise vacilla sur son visage. Puis l'amusement. Monsieur Cole, appela-t-elle. Je pensais que vous n'aimiez ni le vent ni la boue. Ethan hésita. Je ne faisais que passer. C'est ça, taquina-t-elle en haussant un sourcil. Passer par Auckland. Entrez, nous avons des cerfs-volants en trop. Il franchit le portail en bois. Les enfants l'entourèrent immédiatement, les yeux écarquillés, étudiant l'homme en costume sur mesure comme s'il sortait d'une autre planète. Lily lui tendit un cerf-volant à moitié fini. Vous savez comment attacher la ficelle? Non. Bien. Les enfants vont vous apprendre. Un garçon lui fourra un rouleau de ficelle dans la main. Vous devez l'attacher en croix, monsieur. Sinon, ça va casser. Ethan suivit les instructions, s'en mêlant maladroitement avec les nœuds jusqu'à ce que le groupe éclate de rire. Lily rit aussi.
Ce son clair et cristallin qui, d'une certaine manière, desserra l'étau dans sa poitrine. À cet instant, il n'était pas un PDG, pas un homme de profit et de perte. Il n'était qu'un étranger apprenant à attacher un cerf-volant avec des enfants sous le ciel nocturne. Quand son premier cerf-volant décolla enfin, vacillant mais stable, Lily frappa dans ses mains. Vous voyez? Tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Certaines choses ne volent que lorsque vous apprenez à lâcher prise. Cela sonnait comme une blague, mais quelque chose dans son ton le fit taire. Il la regarda. La lueur des lumières de l'orphelinat peignait la moitié de son visage en or, l'autre en ombre. Elle parlait de cerf-volant et de vent, mais il pouvait sentir le chagrin sous son calme, une douleur sourde qui parlait de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle essayait encore de protéger. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Lily le raccompagna au portail. Le vent était tombé, ne laissant que l'odeur de la terre mouillée et le cœur des insectes nocturnes. Vous n'auriez pas dû venir ici, dit-elle doucement. Si la presse découvre que le PDG de Sterling Innovation suit une agente d'entretien, vous devrez préparer un communiqué de presse. Ce n'est pas à suivre, répondit Ethan, rencontrant son regard. Je voulais juste voir l'endroit où vous avez donné la moitié de votre vie. Lily sourit faiblement. Seulement la moitié? Je pensais que vous diriez tout, ironisa-t-il. Et l'autre moitié? Pour qui la gardez-vous? Elle marqua une pause, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Pour les jours où j'oublie que j'ai su voler. Ethan resta là, la regardant retourner vers la maison. Les lumières à l'intérieur brillaient toujours, illuminant les dessins au crayon des enfants sur les murs. Des cerfs-volants, des nuages, le soleil. Des choses simples, idiotes peut-être. Mais il réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il les avait regardés et avait ressenti quoi que ce soit. Sur le chemin du retour vers la ville, il baissa la vitre. Le vent s'engouffra, transportant la faible odeur de la pluie et l'odeur de papier du cerf-volant qui collait encore à ses mains. Loin devant, le ciel gris de San Francisco commençait à s'ouvrir sur une pâle street dog. Et pour la première fois depuis des années, Ethan se surprit à se souvenir des mots de Lily. Parce qu'il fait confiance au vent pour le porter, même quand il ne peut pas le voir. Et cette nuit-là, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il souhaita pouvoir croire en quelque chose comme ça, lui aussi. Le vol d'essai de l'Aegis 9, un prototype de drone autonome de 200 millions de dollars, était la dernière bouée de sauvetage de Sterling Innovation. L'entreprise vacillait sur le fil, les investisseurs menaçant de se retirer, les médias tournant comme des vautours, et l'équipe d'ingénierie épuisée par des mois de nuit blanche. Ethan Cole savait que si ce test échouait, l'empire qu'il avait bâti en une décennie s'effondrerait en une seule matinée. Ce matin-là, le centre de contrôle du 30e étage était bondé. Des écrans tapissaient les murs, diffusant des colonnes infinies de données, pression, tangage, vitesse du vent, fréquence des capteurs. L'air était tendu, vibrant de la tension des esprits épuisés. Ethan se tenait derrière la paroi d'observation en verre, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Initialisez le système de contrôle, ordonna-t-il. Sur le terrain d'essai en contrebas, le drone en forme de croissant argenté privit. Ses énormes rotors se mirent à tourner, soulevant une violente rafale qui fit trembler les fenêtres et voltiger des papiers dans la salle de contrôle. Pendant les premières minutes, tout se passa bien. Vitesse stable, trajectoire nette. Puis soudain, un flash rouge clignota sur le moniteur auxiliaire. Oscillation de lacet détectée, vol instable. Putain. George, l'ingénieur en chef, frappa la console de la paume de sa main. C'est encore la même instabilité. J'ai recalibré l'algorithme de calmant la nuit dernière. Non, contrafine, la voix vive. C'est le matériel. Les gyroscopes sont désynchronisés avec l'IMU, centrale inertielle. Impossible. Je les ai vérifiés moi-même ce matin. Alors explique pourquoi ils tremblent comme ça. Les cris montèrent en volume, chaque ingénieur jetant des graphiques et du jargon comme des armes. Ethan ne bougea pas. Il regardait à travers la vitre le drone tressauter violemment, son corps métallique tremblant, au bord de la désintégration. Une minute de plus et 200 millions de dollars, ainsi que la réputation de l'entreprise, partiraient en fumée. Son rythme cardiaque ralentit, lourd, résigné. Puis, à travers le bruit, une voix calme vint de derrière lui. Vous mettez à jour la séquence du filtre de bruit incorrectement. Tout le monde se tourna. À l'extrémité de la pièce, debout entre un seau à serpillière et un chariot de nettoyage, se tenait Lily Torres. Elle portait son uniforme de concierge gris-bleu, une main reposant sur le manche de la serpillière, les yeux fixés sur les écrans vacillants. George fronça les sourcils. Pardon. Qu'avez-vous dit? Lily mit la serpillière de côté et montra le flux de données. Vous
corriger le GPS après la prédiction au lieu d'avant. La séquence devrait préestimer la dérive avant la calibration. Le faire après décale la fréquence et provoque un retour, feedback, retardé. C'est pourquoi votre drone commence à trembler sous la pression du vent. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le silence était assourdissant. Ethan la dévisagea, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. George ricana. Vous ne pouvez pas possiblement. Attendez. La voix de Finn coupa court. Il se pencha sur son écran. Elle a raison. La matrice de prédiction est inversée. En quelques instants, les ingénieurs se précipitèrent pour vérifier. Les doigts volaient sur les claviers, relançant les simulations, corrigeant les variables. L'alerte rouge sur le moniteur passa au jaune, puis au vert. Dehors, sur le terrain d'essai, le drone se stabilisa, sa trajectoire de vol s'aplanissant en un arc parfait. Et la pièce devint absolument silencieuse. Puis une vague de soupirs soulagés suivit. Finn leva les yeux, incrédule. Où avez-vous appris ça? Lily esquissa un faible sourire ironique. D'un endroit où une seule ligne de code erronée pouvait tuer quelqu'un. Ethan la regardait, médusé. La lumière des moniteurs encadrait son visage de teinte bleue et blanche, révélant une concentration à la fois vive et obsédante. Ce n'était pas une concierge. C'était une ingénieure, une personne qui comprenait chaque pulsation et chaque souffle du système qu'elle venait de sauver. George avait l'air encore sceptique. Comment pouviez-vous connaître la structure de calmant? Lily haussa les épaules. Vous l'exécutez en mode fusion tardive, LED fusion. Dans des conditions de bruit élevé, cela produit un déphasage. J'ai déjà vu ça. Il y a 3 ans. 3 ans. L'esprit d'Ethan fit tilt. C'était le moment où elle avait disparu du domaine de l'aérospatial. Il s'approcha, la voix basse. Vous avez travaillé sur quelque chose comme ça avant, n'est-ce pas? Oui. Son ton était calme, stable. Et je ne l'ai pas réparé à temps. Un frisson lui parcourut l'échine. Dans ses yeux, il vit cette précision implacable et hantée, la marque de quelqu'un qui avait été témoin du coup d'un seul échec. Le drone atterrit en douceur sur la piste. La salle éclata en rires nerveux, en applaudissements épars et en soupirs de soulagement. Ethan ne se joignit pas à eux. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Cette femme qui venait de sauver un projet valant des centaines de millions, puis qui reprenait calmement sa serpillière comme si elle n'avait rien fait du tout. Quand la foule se dispersa, Ethan l'intercepta à l'embrasure de la porte. Réalisez-vous ce que vous venez de faire? Nettoyer un gâchis, dit-elle, ses lèvres s'incurvant faiblement. C'est mon travail, n'est-ce pas? Il laissa échapper un rire bref, haletant, non pas d'amusement, mais de respect mêlé d'admiration. Non, Lily. Vous venez de sauver cette entreprise. Elle secoua la tête. Non, j'ai seulement sauvé quelques chiffres. La seule personne que je n'ai pas sauvée compte toujours plus. Ces mots le stoppèrent net. Pour une fois, l'homme qui vivait par la logique et le profit n'avait pas de réponse. Et elle la regarda simplement s'éloigner avec son chariot, sa silhouette petite et solitaire sous la lueur stérile des néons. Dehors, le ciel était sombre au-dessus du terrain d'aviation silencieux. Le drone gisait immobile, sa coque métallique brillant comme une blessure fraîchement refermée. Ethan resta là longtemps, le bourdonnement des rotors résonnant encore faiblement à ses oreilles. Et quelque part entre le bruit du vent et les lumières lointaines de la ville, une pensée se cristallisa, une pensée qui brûlait trop fort pour être ignorée. Sa place n'est pas ici avec une serpillière. Sa place est là-haut, avec le ciel. Et à partir de ce moment, Ethan Cole sut qu'il ne regarderait plus jamais Lily Torres de la même manière. Ethan Cole n'était pas un homme qui agissait sous le coup de l'émotion. Pourtant, le matin après le test de l'Aegis 9, il demanda aux ressources humaines de récupérer tous les dossiers d'archives liés à Lily Torres. Ce n'était pas la suspicion qui le motivait. C'était un besoin. Il avait besoin de comprendre la femme qui avait sauvé son entreprise de l'effondrement avec rien de plus qu'une explication calme et une serpillière encore appuyée contre le mur. Une jeune employée frappa doucement et posa un mince dossier sur son bureau. J'ai réussi à trouver ça dans les anciennes archives de l'aérospatiale, en croisant les références avec la NASA et l'Association aéronautique américaine, dit-elle à voix basse. Vous devriez peut-être lire ça seul. Ethan hocha la tête. Quand la porte se referma, il ouvrit le dossier. Au-dessus se trouvait une photographie. Dr Lilian Torres, ingénieur en chef des systèmes aérospatiaux, projet Orion. Elle était plus jeune sur la photo. Cheveux longs, blouse de laboratoire, une confiance rayonnant de son sourire. Ses yeux avaient le genre de feu qu'il avait lui-même lorsqu'il avait commencé à bâtir Sterling Innovation.
C'était une femme totalement différente de celle qui fredonnait maintenant en polissant les sols en marbre de son immeuble. Et elle tourna la page. Rapport interne, projet Orion, année 5. Objectif, développer un drone autonome capable de navigation en haute atmosphère utilisant un contrôle de stabilité multicapteur. Ingénieur en chef des systèmes, Dr Lilian Torres. Ingénieur électromécanique en chef, Evan Cruz. Incident survenu lors de la phase finale des tests de pression. En raison de la pression du calendrier, le protocole de vérification de sécurité a été raccourci de 6 semaines à 10 jours. Ethan s'arrêta. Ce seul chiffre lui noua l'estomac. Les protocoles de sécurité raccourcis étaient presque toujours des décisions d'entreprise, mais l'autorisation finale, la signature qui le permettait, devait venir de l'ingénieur en chef. Dès la page suivante montrait des photographies floues de la chambre de test. Une carcasse de drone tordue, des câblages brûlés, des murs noircis par la fumée. En dessous, une légende, l'ingénieur électromécanique senior Evan Cruz a péri en tentant de désengager le verrou de sécurité et de secourir sa collègue, le docteur Lilian Torres, qui était piégé à l'intérieur de la chambre de test au moment de l'explosion. Ethan resta immobile, le souffle court. L'image de Lily, la concierge qui souriait trop facilement, qui apprenait aux enfants à faire des cerfs-volants, qui réparait un échec à 200 millions de dollars sans transpirer, se superposait maintenant à la vision du feu, du métal et de la mort. Et elle continua à lire. Aucune preuve de négligence intentionnelle n'a été trouvée. Cependant, le comité d'examen technique a conclu que le calendrier de sécurité accéléré avait entraîné des erreurs de calibrage des capteurs. Le docteur Torres était l'autorité responsable finale. Recommandation, sanctions administratives mineures. Le docteur Torres a volontairement démissionné et s'est retiré du secteur de l'ingénierie. La dernière page était presque vierge, à l'exception d'une ligne manuscrite, l'encre bavée au coin. Si je n'ai pas pu le sauver, lui, au moins j'en sauverai d'autres. Ethan fixa la phrase jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Les mots semblaient peser plus que le papier qui les portait. Et elle ne bougea pas pendant des heures. Dehors, la lumière du soleil chatoyait sur la baie de San Francisco, mais ses pensées étaient piégées ailleurs, dans un laboratoire en feu où un homme nommé Evan Cruz avait donné sa vie pour que Lily puisse s'en sortir. Depuis, elle avait vécu comme si elle ne le méritait pas. En fin d'après-midi, Ethan se retrouva au niveau de la maintenance. Lily était là, nettoyant les panneaux de verre à l'extérieur de la baie de test de l'Aegis 9. Elle travaillait en silence, ses reflets chatoyant sur la surface. Qu'elle essuyait. Sous les chaudes lumières industrielles, ses cheveux brillaient comme du miel, son visage calme. Trop calme pour quelqu'un portant ce genre de passé. Vous savez, dit doucement Ethan, sa voix portant à travers le bourdonnement des machines. Il garde toujours les dossiers d'Orion. Chaque détail. Lily se figea un instant, ses mains toujours sur le verre. Elle ne se retourna pas. Je savais que vous regarderiez. Pourquoi avez-vous raccourci le protocole de sécurité? Parce que je pensais que je pouvais tout contrôler, dit-elle après une pause. Sa voix était stable, mais basse. Nous étions en retard. J'ai supprimé le test de redondance finale parce que je croyais les données en sécurité, mais le système s'est déstabilisé sous la pression. Et lui, elle hésita. Evan est resté en arrière pour vérifier une dernière fois pour moi. Elle se tourna alors vers lui. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune supplique, aucune défense, seulement un épuisement plus profond que le temps. Il est mort en essayant d'ouvrir la porte de la chambre forte pour me faire sortir, dit-elle. Ethan ne pouvait pas parler. Les gens pensent que je suis parti à cause de la honte, continua-t-elle doucement. Ils n'ont pas tort. Mais la vérité, c'est que je suis parti parce que j'avais peur. Peur de faire à nouveau confiance à mon propre jugement. Peur de prendre une autre décision qui pourrait coûter la vie à quelqu'un. Je lave des sols parce qu'ici, mes erreurs ne peuvent tuer personne. Elle sourit faiblement. Un sourire qui faisait mal à voir. Et depuis ce jour, je me suis fait une promesse. Si quelqu'un devait mourir pour que je vive, alors j'avais intérêt à vivre d'une manière qui ait un sens. Je n'ai pas pu le sauver, mais peut-être que je pourrais sauver quelqu'un d'autre. Même si c'est juste en donnant la moitié de ma paix ou un repas chaud. Ethan se tenait immobile, tous les murs soigneusement construits en lui se fissurant. Vous n'avez pas à continuer de payer pour ça éternellement, murmura-t-il. Elle secoua la tête. Ce n'est pas une pénitence. C'est un devoir de mémoire. Alors qu'elle retournait à son travail, la lumière attrapa les fines lignes au coin de ses yeux.
Les traces de quelqu'un qui portait un passé plus lourd que son corps ne pouvait le supporter. Ethan resta là, à la regarder. Quelque chose en lui bascula, profondément, silencieusement, irréversiblement. Il n'avait pas encore de nom pour cela, seulement la certitude qu'à partir de cet instant, il ne la laisserait plus jamais porter cela seul. Ce matin-là, le 38e étage de Sterling Innovation était inhabituellement silencieux. Les portes de verre étaient fermées, les lumières du couloir plus faibles que d'habitude, et la lumière du soleil depuis les fenêtres panoramiques dessinait de longues lignes dorées sur le sol poli. Au centre de cette immobilité se tenait Ethan Cole, immobile. Une tasse de café froid à portée de main et le dossier de Lily Torres ouvert devant lui. Il l'avait déjà lu 3 fois, non pas pour confirmation, mais pour compréhension. Dehors, San Francisco pulsait de vie, klaxons hurlants, échos de pas, le vent s'insinuant entre les tours de verre et d'acier. Pourtant, à l'intérieur de ce bureau, l'air était lourd du poids d'une décision entre la sécurité et la foi, entre la logique et quelque chose dangereusement proche de la compassion. Finalement, Ethan décrocha le téléphone. « Planifier une réunion privée avec Mademoiselle Torres, dit-il. Non, pas au laboratoire. Ici, à midi. Quand Lily entra dans son bureau, elle semblait méfiante. Son uniforme portait de légères taches de peinture. Une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon et une trace de poussière subsistait sur sa joue. Elle se tenait droite, alerte. « Vous vouliez me voir ?» Ethan fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Je ne savais pas si vous aimiez le café, mais j'en ai fait quand même. » Elle plissa les yeux, les lèvres s'incurvant légèrement. On dirait la version polie d'un licenciement. Il sourit faiblement. « Non, je vous ai appelé ici pour vous offrir un emploi. » Cela la fit rire, d'un rire surpris, incrédule. « Vous plaisantez. »« Je ne plaisante pas, dit-il en poussant le dossier vers elle. Je vous veux de retour à l'ingénierie, en tant que directrice de la conformité et de la sécurité, pleine autorité, pas d'objectif de vente, pas de réunion d'investisseurs, et vous ne rendez de compte à personne d'autre que moi. Votre seul devoir, vous assurer que rien et personne ne soit plus jamais mis en danger. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Lily dévisagea le document devant elle, le titre imprimé en gras en haut, directrice de la conformité et de la sécurité. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Puis, doucement, elle dit, « Vous savez que quelqu'un est mort à cause de moi, n'est-ce pas ?» « Je sais, » dit Ethan sans hésitation. Elle eut un petit rire amer. « Et vous voulez quand même me confier la sécurité d'autres personnes ?»« C'est exactement pour cela, » répondit-il en croisant son regard. « Parce que personne ne comprend le coût de l'échec mieux que celui qui l'a payé. » Lily se figea, prise entre l'incrédulité et quelque chose de plus profond. La première fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Son ton était calme, mais chaque mot semblait toucher la cicatrice qu'elle avait tenté d'enterrer. « Vous ne connaissez vraiment pas la peur, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Non, » dit Ethan avec un petit sourire. « J'avais l'habitude de faire peur aux gens, parce que je ne savais pas comment me soucier d'eux. Mais vous, » il fit une pause, cherchant les mots justes. « Vous m'avez rappelé que parfois, la compassion est la seule chose qui empêche ce monde de s'effondrer. » Lily baissa les yeux, ses doigts s'entremêlant. Pendant un instant, elle n'était plus la femme de ménage ni même l'ingénieur déchu. Elle était simplement une femme face aux fantômes de son passé. « Je ne sais pas si je peux me faire à nouveau confiance, » murmura-t-elle. « Vous ne comprenez pas ce que c'est, de savoir que quelqu'un est mort parce que vous avez pris la mauvaise décision. »« Si, je comprends, » interrompit doucement Ethan. Sa voix s'adoucit, basse mais ferme. « Personne n'est mort à cause de moi, mais j'ai brisé des gens d'autre manière. J'ai bâti une entreprise qui faisait que tout le monde autour de moi avait peur d'échouer, peur de parler, peur de respirer. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais tué quelque chose, moi aussi, la partie de moi qui pouvait ressentir. » Lily releva la tête, les yeux légèrement écarquillés, une lueur de compréhension, de ruine partagée. Ils restèrent assis là, silencieux, tandis que le vent pressait doucement contre les fenêtres. Ils n'avaient pas besoin de combler le silence. La vérité entre eux suffisait. Tous deux avaient détruit ce qu'ils chérissaient le plus. L'une par une erreur, l'autre par indifférence. Au bout d'un moment, Lily soupira, mi-fatiguée, mi-amusée. « Vous n'avez pas peur que je m'enfuie encore ? J'ai un casier, vous savez. » Ethan pencha la tête. «
Si vous fuyez, je saurai que j'ai eu tort de vous faire confiance. Mais si vous restez, alors peut-être que pour la première fois, j'ai eu raison. Elle baissa les yeux sur le contrat une fois de plus. La lumière de l'après-midi scintillait sur la page, faisant briller faiblement les mots conformité et sécurité, comme un murmure de rédemption écrit à l'encre. Elle ne le signa pas. Au lieu de cela, elle fit glisser le papier vers lui et dit avec un petit sourire en coin, « On dirait que vous passez une audition pour une publicité avec des anges. » Il gloussa doucement. « Peut-être. Ou peut-être que je veux juste que vous vous souveniez, que personne n'est censé vivre éternellement dans le châtiment. » Elle se leva, lissant son uniforme de ses paumes. À la porte, elle se retourna. « Si je dis oui, le regretterez-vous » Ethan leva les yeux, sa voix chaude et stable. « Seulement si vous arrêtez de sourire. » Cela la fit s'arrêter, l'espace d'un battement de cœur, quelque chose de brillant vacilla dans ses yeux, le genre de lumière qui avait appartenu autrefois au docteur Lily Torres. Puis elle sourit, sincèrement et sans défense. « D'accord, je vais y réfléchir. » Quand la porte se referma derrière elle, Ethan resta assis, fixant la ligne d'horizon au-delà de la vitre. Pour la première fois depuis des années, la ville ne semblait pas si distante. Le poids sur ses épaules semblait plus léger, comme s'il ne le portait plus seul. Dans le couloir, Lily s'arrêta et s'appuya contre le mur. Elle sortit la petite carte de visite qu'il avait glissée dans le dossier. Ethan Cole, PDG, Sterling Innovation. En dessous, écrite d'une encre noire soignée, se trouvait une seule ligne de son écriture. Parfois, la confiance est une autre façon de survivre. Elle la relut encore et encore, son pouce traçant les lettres. Et pour la première fois en 5 ans, Lily Torres se demanda si peut-être, juste peut-être, il n'était pas temps d'arrêter de fuir. Chers amis de Soul Stories, si vous nous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la maison, sur Soul Stories, là où des dizaines de milliers d'auditeurs et de témoins se retrouvent. Le ciel californien brûlait d'un bleu ininterrompu ce matin-là, éblouissant, impitoyable, presque symbolique. À la périphérie de San José, le terrain d'essai de Sterling Innovation était bondé. Journalistes, ingénieurs, actionnaires, tous les yeux fixés sur l'énorme drone argenté, Aegis 9, prêt sur la piste. C'était le moment, le vol le plus crucial de l'histoire de l'entreprise. Si le lancement réussissait, Sterling renaîtrait de ses cendres. S'il échouait, tout ce qu'Ethan Cole avait construit s'évanouirait en fumée. À l'intérieur du centre de contrôle, l'air était tendu. La lueur des moniteurs rendait les visages pâles et crispés. Ethan se tenait à l'avant de la pièce, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Ses mains, cependant, le trahissaient, jointes si fort que les jointures blanchissaient. À côté de lui, Lily Torres portait une veste de protection grise, un casque sur les oreilles, les yeux vifs et concentrés, tout à fait calme au milieu du chaos. Initialisez le système, ordonna Ethan, la voix basse mais stable, le poids de 10 ans en équilibre sur chaque syllabe. Initialisation d'Aegis 9, vint la réponse, GPS en ligne, tous les capteurs sont nominaux, prêts pour le décollage, exécutés. Les rotors prirent vie, un ouragan d'air rugissant à travers le hangar d'essai. Le drone massif s'élança, rasant la piste argentée avant de s'élever nettement dans les airs. Pendant un instant, le temps retint son souffle, altitude stable, pression normale, angle d'inclinaison optimal. Chaque chiffre à l'écran s'alignait parfaitement, un battement de cœur en rythme. Ethan expira, lentement, prudemment, mais avant que le soulagement ne puisse s'installer, une alarme stridente brisa le calme. Alerte, pic de température, défaillance de capteur détectée. Que se passe-t-il, aboya Ethan. Dysfonctionnement du capteur thermique, désynchronisation GPS, stabiliser la vitesse. On ne peut pas, réduire la poussée maintenant effondrera le flux d'air. La pièce sombra dans le chaos, les voix se superposaient, les ordres se contredisaient, les données clignotaient en rouge. Sur le moniteur, Aegis 9 se mit à trembler violemment, son corps argenté se tordant contre l'éblouissement du soleil. Les investisseurs qui regardaient à travers la vitre eurent un hoquet de surprise. L'estomac d'Ethan se noua. Chaque muscle de son corps hurlait, pas encore. Arrêt d'urgence, cria quelqu'un, nous devons abandonner. Mais avant qu'Ethan ne puisse répondre, un mouvement flou trancha la panique. Lily avait quitté son poste au coin et était déjà à la console principale, ses doigts volant sur le clavier. Ne l'arrêtez pas, cria-t-elle. Si nous coupons les moteurs maintenant, la queue va se cisailler sous la traînée. Ethan s'avança vivement vers elle.
Lily, qu'est-ce que j'ai besoin du contrôle manuel. Absolument pas, lâcha-t-il, c'est trop dangereux. Le système pourrait exploser si, faites-moi confiance. Elle leva les yeux vers lui, le regard ancré dans le sien, inébranlable. J'ai déjà échoué une fois, Ethan. Je n'échouerai pas encore. Quelque chose dans son ton, cette défiance tranquille, cette certitude absolue, fit taire la pièce. Le chaos s'estompa dans un silence haletant. Ethan n'hésita qu'une seconde, puis donna l'ordre. Transférez le contrôle manuel à l'opératrice Torres. Tous les regards se tournèrent vers elle. Lily glissa ses mains sur la console, ses mouvements précis, chirurgicaux. Des perles de sueur se formèrent le long de la ligne de ses cheveux, mais sa voix resta stable alors qu'elle murmurait des ordres à voix basse. Aile droite, 2 degrés vers le bas. Poussée gauche, réduite à 80%. Contrôle prédictif, compensation de la variance du vent. Finn, l'un des ingénieurs, cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je lui apprends à faire confiance au vent, » dit-elle calmement. Sur le radar, la trajectoire erratique du drone commença à s'adoucir. Lentement, presque incroyablement, sa spirale sauvage se redressa en un arc net. Les données rouges clignotantes sur les moniteurs devinrent ambres, puis vertes. Altitude en cours de stabilisation. Angle de tangage stable à 3,5 degrés. Moteur en cours de normalisation, puis un bip final. Séquence d'atterrissage initiée. À travers la large vitre, la foule à l'extérieur explosa de joie alors qu'Aegis 9 descendait, touchant la piste avec une précision chirurgicale. La structure métallique brillait, intacte. Pas une seule pièce n'avait lâché. L'espace d'un battement de cœur, le silence régna. Le genre de silence qui précède le triomphe après l'incrédulité. Puis la pièce explosa. Acclamations, applaudissements, cris de victoire. Les gens s'étreignaient, riaient et pleuraient. Les caméras crépitaient, mais Ethan ne bougeait pas. Il ne voyait que Lily, affalée sur sa chaise, retirant son casque, la poitrine se soulevant de lourdes respirations. La sueur coulait le long de son cou, mais son sourire, petit, tremblant, lumineux, était la victoire pure. Il marcha vers elle avant même de pouvoir réfléchir. Sa main trouva son épaule, et dans un élan de soulagement et d'admiration, il l'attira dans ses bras. Lily se figea un instant, surprise. Puis elle l'entendit, le son de son cœur, rapide et brut. Autour d'eux, la pièce rugissait de célébration, mais à l'intérieur de cette brève étreinte, il n'y avait que du calme et quelque chose d'indicible, fragile, réel. « Vous l'avez fait » murmura Ethan contre ses cheveux. « Vous n'avez pas seulement sauvé le drone, Lily. Vous vous êtes sauvé vous-même. » Sa réponse vint, douce, presque brisée. « Et vous m'avez donné la chance d'y croire. » Il resserra son étreinte, oubliant les investisseurs, les caméras, les titres, oubliant même qu'il était PDG. À cet instant, il était simplement un homme témoin d'une âme reprenant son envol. Quand ils se séparèrent enfin, les applaudissements grondaient toujours autour d'eux. Un jeune ingénieur s'écria, rayonnant. « Nous l'avons fait, monsieur. Le test est un succès complet. » Ethan hocha la tête distraitement, ses yeux ne quittant jamais Lily. Elle leva les yeux vers lui, brillant de fatigue et de quelque chose de plus profond, la paix. Cette fois, dit-elle doucement, personne n'a eu à mourir. Les lèvres d'Ethan s'incurvèrent. Pas le sourire poli d'un chef d'entreprise, mais quelque chose de sans défense, d'humain. Non Lily, dit-il. Cette fois, tout a vécu. Dehors, le soleil de fin d'après-midi se déversait sur la piste d'atterrissage, transformant Aegis 9 en un miroir de lumière. Non pas un monument de métal, mais une cicatrice enfin guérie. Et quelque part dans cette lumière, quelque chose d'autre, petit, silencieux et imparable, prit son envol entre eux. Lundi matin se leva, gris et tendu sur San Francisco. À l'intérieur de Sterling Innovation, la salle de conférence était pleine, mais silencieuse. Pas de café, pas de bavardage, juste l'air électrique et dense de quelque chose sur le point d'exploser. Ethan Cole entra sans un mot. Son visage était indéchiffrable, une lame de calme dans la tempête. Sur le grand écran, des lignes de données défilaient. Journaux d'accès non autorisés, fichiers de code dupliqués, horodatage qui ne mentait pas. Le rapport de cybersécurité concluait à un fait brutal. Quelqu'un à l'intérieur avait vendu les données d'Aegis 9 à Corbin Aerospace. La pièce tomba dans une immobilité inquiète.
William Hale, président du conseil d'administration, frappa la table de sa paume. Violation de données classifiées quelques jours après notre succès public? Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. La mâchoire d'Ethan se crispa, ses yeux balayèrent la pièce, transperçant les visages anxieux des cadres et des ingénieurs. Je veux chaque individu ayant accédé au code source au cours des dernières 36 heures. Une technicienne tapa sur sa tablette. Une liste apparut à l'écran, et un nom figea la pièce, Torres, Lily. Des murmures éclatèrent instantanément, bas et venimeux. Bien sûr, chuchota un ingénieur. Elle l'a déjà fait. Violation de sécurité? Casier disciplinaire? Qu'est-ce qui l'empêcherait de vendre des données pour effacer sa culpabilité? Une autre voix intervint, plus froide. Je l'ai dit depuis le premier jour. On ne fait pas d'une femme de ménage une cadre supérieure. Les mains d'Ethan se serrèrent en poing, mais il ne dit rien. Sur l'écran, le journal d'accès brillait en texte blanc vif, Torres, elle 1h13 du matin, exactement l'heure à laquelle Lily était de service de nuit. 30 minutes plus tard, elle se tenait dans son bureau, calme, stable, la tempête extérieure ne l'avait pas atteinte. J'ai entendu, dit-elle simplement. Alors, vous pensez que je l'ai fait? Ethan ne répondit pas immédiatement. Sa voix, quand elle vint, était calme mais inébranlable. Je ne le pense pas. Mais si, elle pencha légèrement la tête. Et qu'attendez-vous de moi? Pas une explication, dit-il, une preuve. Ses yeux vacillèrent, non pas de peur, mais de quelque chose de plus aiguisé. De la résolution. Alors j'espère que vous n'aimez pas dormir, dit-elle sèchement. Ils travaillèrent côte à côte pendant 48 heures d'affilée. Le laboratoire technique devint un centre de commandement temporaire. Tasses de café vides, notes froissées, et le bourdonnement constant des serveurs les entouraient. Lily bougeait comme si elle n'avait jamais quitté le terrain, extrayant les journaux de serveurs, alignant les horodatages, effectuant des comparaisons croisées. Ses doigts étaient flous sur le clavier. Ethan regardait à ses côtés, pour une fois non pas en commandant mais en apprenant, de son calme, de sa précision, de sa fureur tranquille. Cette personne est douée, marmonna-t-elle. Elle n'a pas seulement utilisé mes identifiants. Elle a cloné mon environnement IP. Qui que ce soit, cette personne connaît ma routine. Elle m'a observé me connecter après minuit. Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Vivian. Lily s'arrêta, levant les yeux. Votre adjointe? Il hocha sombrement la tête. Elle a un accès racine, et elle est contre votre promotion depuis le premier jour. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, sans un mot, tous deux comprirent. La troisième nuit, ils avaient impliqué le FBI. Une petite équipe secrète mit en place un piège, un fichier leur truffé d'une balise de repérage. Vivian restait souvent tard, travaillant depuis la salle des serveurs sécurisée au sous-sol. Cette nuit-là, à 22h48, Ethan et Lily attendaient ensemble dans la salle de contrôle de sécurité. Les moniteurs baignaient leur visage d'une lumière bleue et froide. Elle se connecte, murmura Lily, les yeux rivés sur le flux de données. Transfert de fichiers initié. Maintenant. Le système de suivi émit un son. Un seul ping aigu. Quelques instants plus tard, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement alors que des agents en veste sombre entraient. Vivian Hale, impeccable comme toujours dans son tailleur, se figea au milieu d'une frappe. Vivian Hale, dit un agent en montrant son badge, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel. Elle ne se débattit pas. Elle se contenta de redresser son blazer, rejeta ses cheveux en arrière et sourit faiblement. Bien joué, Ethan, dit-elle, son ton lisse comme du verre. Laissez-moi deviner, la femme de ménage devenue ingénieure vous a aidé. Ethan ne dit rien. Vivian tourna son regard vers Lily, les yeux vifs et venimeux. J'ai passé 10 ans à me battre pour arriver à ce poste, et vous balayez quelques sols, vous sortez une histoire tragique, et il vous fait confiance? Pathétique. Lily ne tressaillit pas. Sa voix était calme. Pourquoi Vivian? Pourquoi faire ça? Vivian rit, d'un rire amer et creux. Parce que cette entreprise est un cadavre et qu'il l'habille en œuvre de charité. Vous pensez que la compassion paie les factures? J'ai vendu les données pour survivre, pour gagner. Vous appelez ça de la trahison. J'appelle ça la réalité. Ethan s'avança, sa voix profonde et égale.
Non, la réalité, c'est ce qui se passe quand on cesse de croire en quoi que ce soit qui vaille la peine d'être protégé. Je ne transforme pas cette entreprise en œuvre de charité, Vivian. Je la transforme en quelque chose digne de confiance à nouveau. Le sourire narquois de Vivian vacilla. Pour la première fois, il y eut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Les agents l'emmenèrent sans un mot de plus. Quand le silence revint, Lily et Ethan se tenaient côte à côte dans la salle de conférence vide. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus d'eux. « Ça va » demanda-t-il. Lily hocha lentement la tête. « Oui, juste triste. »« À cause d'elle ?»« À cause de ce en quoi elle a cessé de croire, » dit doucement Lily. « Il fut un temps où je pensais comme ça, que la gentillesse était naïve, que faire le bien signifiait perdre. » Elle expira. « Je déteste à quel point ce sentiment m'est familier. » Ethan étudia son visage, puis dit doucement, « Et pourtant, vous venez de prouver le contraire. » Elle le regarda, fatiguée mais souriante, la lumière brillant dans ses yeux. « Et vous, Ethan Cole, vous n'avez pas seulement sauvé l'entreprise ce soir. Vous reconstruisez quelque chose de plus grand. » Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» « La confiance. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les lumières de la ville à l'extérieur se déversaient sur les murs de verre, dorées, froides et vivantes. Ils se tenaient là, l'homme qui avait autrefois régné par la peur et la femme qui avait autrefois fui la culpabilité. Deux pièces brisées s'emboîtant d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Dehors, la ligne d'horizon de San Francisco scintillait de vie. Et au sein de Sterling Innovation, autrefois appelé l'Empire de Glace, quelque chose de chaud, de fragile et de tranquillement imparable avait commencé à brûler. Un an s'était écoulé depuis le vol fatidique d'Aegis 9. Sterling Innovation n'était plus l'empire froid des feuilles de calcul et des graphiques de profit stériles qu'il avait été. La tour de verre perçait toujours la ligne d'horizon de San Francisco, bu à l'intérieur, l'ancien slogan « L'efficacité, c'est le pouvoir » avait été remplacé par de nouveaux mots, l'ingénierie centrée sur l'humain. Ce matin-là, la lumière du soleil inondait les fenêtres du grand auditorium, dorant la scène où se tenait Ethan Cole, derrière le podium. Des rangées et des rangées d'employés, d'ingénieurs et de partenaires remplissaient la salle en silence. Tout au fond était assise Lily Torres, les mains jointes, le visage serein, les yeux brillants. Sur sa veste grise brillait un petit badge, directrice de la conformité et de la sécurité. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux de la rampe, pourtant aujourd'hui, il la trouvait quand même. Ethan ajusta le microphone, sa voix calme et résonnante. Il y a un an, nous avons failli tout perdre, non pas à cause de la technologie ou de l'argent, mais parce que nous avions oublié pourquoi nous avions commencé. J'avais l'habitude de croire que la force venait du contrôle, des chiffres, du pouvoir qui faisait plier les autres. Mais ensuite, il fit une pause, son regard trouvant le sien à travers la salle. Quelqu'un m'a rappelé que la véritable force réside dans le pouvoir de la compassion. L'espace d'un battement de cœur, la salle entière fut immobile. Puis les applaudissements ondulèrent à travers la salle. Doux d'abord, puis assourdissants, comme des vagues s'écrasant sur le rivage. Derrière Ethan, l'écran s'illumina du nom d'une nouvelle fondation, le Fonds Evan Cruz. Une photographie apparut, un jeune ingénieur, souriant doucement. L'homme qui avait couru dans une chambre d'essai en feu pour sauver Lily. Le ton d'Ethan devint plus profond. Evan Cruz croyait qu'une autre vie valait la sienne. Aujourd'hui, nous honorons cette croyance en continuant ce qu'il a commencé. Le fonds Evan Cruz aidera les orphelins à étudier l'ingénierie aérospatiale, leur donnant une chance d'atteindre les cieux dont Evan rêvait. Les applaudissements revinrent, plus forts, plus pleins, plus chaleureux. Lily baissa la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de culpabilité. Elles étaient reconnaissantes du fait que la douleur avait enfin un but. Une autre année passa. Le vieil immeuble jaune qui abritait autrefois le foyer du soleil pour enfants était devenu le centre STEM Sunrise, un lieu lumineux et plein d'espoir pour les jeunes rêveurs. Ses murs étaient peints d'un bleu doux, et la cour résonnait de rire. Des avions en papier fendaient le ciel de l'après-midi, scintillant au soleil, poursuivis par les cris joyeux des enfants. Ethan et Lily étaient assis ensemble sur les marches du perron, les regardant. Ils portaient une simple chemise blanche, elle, une blouse de laboratoire délavée, les manches retroussées. Autour d'eux, l'air sentait l'herbe et les nouveaux commencements. « Tu sais, » dit doucement Lily, observant toujours les enfants, « je pensais que je nettoyais juste des sols pour survivre. Chaque matin,
je passais devant des centaines de chaussures cirées et je me disais, tant que j'ai encore du travail, ça va. Ethan se tourna vers elle, les yeux doux. Et maintenant, elle sourit. Ce petit sourire éclatant dont il avait appris qu'il pouvait le désarmer complètement. Elle s'appuya contre son épaule. Maintenant, je nettoie les sols des rêves, et ils sont si propres que je peux enfin m'y voir. Il rit, d'un rire bas, chaleureux, incrédule. Je n'aurais jamais cru être jaloux d'une serpillière. Elle lui donna un petit coup de coude, mais le rire dans ses yeux était réel et inébranlable. Après un moment, Ethan regarda le terrain, sa voix s'abaissant à quelque chose de presque tendre. Merci, Lily. Tu m'as appris que la compassion peut sauver un système, non pas par des miracles, mais par la façon dont les gens choisissent de se traiter les uns les autres. Elle ne répondit pas, se contenta de tendre la main et d'entrelacer ses doigts avec les siens. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, regardant les avions en papier tournoyer et s'élever dans la lumière dorée. Un petit garçon cria depuis la pelouse, « Regardez, le mien vole le plus haut. » Ethan et Lily levèrent tous deux la tête. « Ils volent tous, » murmura Ethan. « Oui, » répondit-elle en écho, « et nous aussi. » Le vent les frôla, transportant le son des rires et l'odeur du papier chauffé au soleil. Sur le mur derrière eux, sous le logo du fonds Evan Cruz, les nouvelles inscriptions scintillaient dans la lumière. Même quand vous ne pouvez pas voir le vent, croyez qu'il vous portera. Et c'était vrai, parce que ce soir-là, alors que des dizaines d'ailes en papier s'élevaient contre le soleil couchant, deux personnes, l'une qui avait oublié comment ressentir et l'autre qui avait cessé de croire qu'elle méritait de vivre, regardaient enfin vers le même horizon. Ils avaient réappris à voler, non pas avec des ailes, mais avec la foi.